bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ARSM, donc qui est l'association pour la réhabilitation des sentiers municipaux de Balagne. C'est ça. Alors, il y a quelques années, on vous avait reçu dans les studios de la télé. Vous nous aviez donc parlé de la création de votre association. J'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu dessus. Et sûrement, vous avez apporté des modifications. On va les connaître. Tout à fait. Ben, écoutez, donc on existe depuis 15 ans maintenant. C'est une association qui a été créée à la demande de l'équipe municipale de l'époque. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'être le président, si j'étais d'accord, et j'étais d'accord. Donc, si vous voulez, cette association, on avait décidé d'ouvrir les sentiers municipaux. Il y avait une demande aussi. Il y avait une demande, il y avait un besoin, et de toute manière, c'est vrai que ces sentiers avaient été abandonnés depuis des années. Et alors, on a fait des repérages sur les plans cadastraux pour savoir quelle est en priorité, parce qu'on n'avait quand même pas ouvert tous les sentiers, qui étaient les sentiers les plus intéressants qui auraient pu être ouverts et en même temps être utilisés par des randonneurs. C'était ça. Alors, il y avait deux sortes de sentiers qu'on a repérés. Il y avait les sentiers en boucle, c'est-à-dire à l'intérieur de la commune, et les sentiers intervillages. C'est-à-dire qu'on partait de Montiché, en particulier c'était Montiché au départ, pour aller sur Corba ou pour aller sur Saint-Réparat. Et ensuite c'était aux gens de revenir par le même sentier. Voilà, c'était de faire connaître, d'ouvrir pour faire connaître les sentiers qu'on ouvrait et en même temps découvrir d'autres paysages, puisque les sentiers c'est un autre monde. Et puis ça sert aussi pour les locaux comme pour les touristes. Alors ça servait, je peux vous dire que ça servait bien sûr pour les locaux et les touristes, mais ça servait également aussi de protection incendie, puisque les sentiers font à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 ou 3 mètres de large. Donc ça faisait quand même un barrage, un pare-feu. Et ça c'était intéressant aussi de le dire, parce que c'est quand même très important. Tout à fait. Voilà. Mais vous continuez quand même à débroussailler au niveau des incendies. Alors aujourd'hui, donc on a ouvert à peu près 95 km de sentiers. On n'a pas fait ça sur un an. On se doute bien. Voilà, on a fait ça sur 10 ans. On a fait ça sur 10 ans. Sur 10 ans, on a ouvert 95 km de sentiers. Donc après, il a fallu les entretenir. Ça, c'est très important. Et puis après, que les gens l'utilisent. Et puis en même temps, comme on disait à l'instant, servir de pare-feu. Et peut-être aussi servir de pouvoir récupérer des gens qui auraient eu un accident. On a eu, heureusement, grâce au sentier, enfin, heureusement non, mais quelqu'un qui faisait du gyrovoyage et qui a eu un malaise. Et que si on n'avait pas eu les sentiers où que les gens se promenaient, on n'aurait pas retrouvé la personne qui était complètement effondrée contre un mur. Et donc ça avait aussi une utilité de pouvoir, s'il y a des gens qui sont dans la nature, qui sont perdus ou qui ont eu un accident, voilà, on a pu les récupérer et le sauver. Ça compte aussi. Comme quoi les sentiers ont un rôle aussi dans ce domaine-là. Et donc au fil de ces années, vous vous êtes penché sur d'autres actions. Alors, donc, si vous voulez, les sentiers, c'était bien à ouvrir. On a ouvert ceux de Monticello, mais après, on a voulu ouvrir sur le canton, c'est-à-dire sur les 5 communes du canton, de communes. Et ça sont donc les sentiers. Et puis après, on a eu des accords avec le département, qui sont nos partenaires financiers même aujourd'hui, le département et la directe, c'est-à-dire l'inspection du travail, pour créer un chantier d'insertion. Chantier d'insertion, si vous voulez, c'est des gens qui sont en recherche d'emploi. Alors, pour qu'ils rentrent chez nous, il faut qu'ils soient au RSA. C'est obligatoire. C'est le critère. C'est le critère. Pourquoi ? Parce que le département gère les RSA. Donc, et comme on est partenaire avec eux, ils ont besoin que les gens soient du RSA. Alors, c'est des gens qui sont en recherche d'emploi, qui, comme je viens de dire à l'instant, nous les prenons, nous, sur 2 ans, renouvelables tous les 6 mois. Ils sont payés au SMIC,
Mais par contre, ils ont des avantages aussi, c'est que s'ils ont des problèmes de voiture, ben, le département peut les aider à payer la réparation de leur voiture. Des problèmes d'électricité, c'est vraiment du social qu'on fait. Hein. On peut dire que l'ARSM, maintenant, l'objectif principal est l'insertion. L'insertion, voilà. Nous avons donc, actuellement, nous avons 8 personnes. Hein. Donc, l'insertion, nous avons une personne, en l'occurrence le secrétaire général, qui a un diplôme pour aller chercher du travail pour ces gens-là, auprès des entreprises. Enfin, en ce moment, vous savez que c'est très difficile. Oui, bien sûr. Hein. C'est votre conseillère d'insertion. Conseillère d'insertion, hein, qui reçoit une fois tous les 15 jours le personnel que l'on a pour voir leurs besoins, pour leur expliquer qu'ils peuvent faire des stages en immersion, c'est-à-dire aller chez des sociétés ou des pépiniéristes pour leur apprendre le métier. Pendant 3 semaines, je crois, ou 15 jours. Mais là, ce qui est stage chez un pépiniériste, c'est plutôt le stage de la taille des arbres, ce genre. Oui, c'est ça, exactement. Mais quand vous employez quelqu'un, toujours dans le cadre de l'insertion, qui va aider à débroussailler un chantier. C'est un autre genre de travail. Il y a une autre manipulation d'outils. Mais il y a plein de travail. Si vous voulez, nous, aujourd'hui, on parle du pépiniériste, mais ceux qui rentrent dans le chantier d'insertion, dans notre chantier d'insertion, sont des gens qui peuvent faire n'importe quoi. Mais qui va les former à ce moment-là? Alors ça, soit on leur fait faire de la formation, s'ils nous le demandent. C'est au sein de la RSM? C'est au sein de la RSM, non. Mais on sous-traite, bien sûr, des centres de formation, hein, comme l'AFPA, hein, c'est payant, bien sûr. Et c'est notre participation à nous de les aider. Donc c'est la RSM qui finance la formation. Et qui après, par un autre retour, a un remboursement en particulier. Hein, mais ils peuvent demander des stages de plombier, d'électricien, pas spécialement dans l'environnement. Nous, on est chantiers d'insertion dans l'environnement. Bon, ils rentrent chez nous, mais chez nous, c'est pas un endroit où ils peuvent rester. Ils peuvent rester que 2 ans. Mais s'ils viennent chez nous, c'est pour essayer de voir. Pourquoi vous ne pouvez pas les garder plus? Parce que c'est la loi, c'est comme ça. D'accord. Hein, 2 ans, et après, malheureusement, si on ne trouve rien pour eux, ils se retrouvent au Pôle emploi. Est-ce que c'est arrivé depuis toutes ces années, et depuis que vraiment vous vous êtes penché sur la réinsertion, est-ce que, on va dire, quel nombre de personnes que vous avez employées ont pu trouver un travail? Alors, je vais vous le dire. Vous êtes venu avec vos notes. Oui, depuis la création de la RSM. Ben oui, parce qu'on ne peut pas tout me rappeler. Alors, donc, depuis la création de la RSM, a cumulé 85 contrats aidés, 18 sorties positives, hein, parmi elles, 4 créations d'entreprises, 8 CDI et 4 CDD de plus de 6 mois. Donc, vous voyez que... il y a quand même du positif. Il y a du positif. Hein. Et on est obligé également aussi, et ça, la directe, c'est-à-dire l'inspection du travail, comme le conseil général, nous suivent énormément pour savoir si effectivement on a des sorties. Parce que normalement, on ne peut pas faire rentrer des gens et puis se les garder 2 ans, puis 2 ans, les dire on va repartir. Il faut qu'on ait, nous, une action vis-à-vis de nos partenaires et qu'on essaye de leur trouver des emplois. Alors maintenant, c'est de plus en plus difficile parce que les entreprises n'emploient plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait faire? C'est la crise. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait faire? On leur fait faire des stages, on leur fait faire des immersions un peu partout. Ça nous est arrivé aussi de faire des immersions dans un garage, de faire des immersions chez un plombier. Mais le problème, c'est que quand on vous fait faire de l'immersion chez quelqu'un, bon, quand ça dure 15 jours, ça va, mais prendre quelqu'un comme ça dans son entreprise pour le former, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. Surtout si c'est quelqu'un qui vient dans une structure comme la RSM, c'est qu'il a envie, je dirais, d'être en contact avec la nature aussi, et non pas peut-être avoir les mains dans le cambouis. Alors, pas forcément, parce que si vous voulez, nous, notre rôle, quand ils rentrent chez nous, c'est de leur demander ce qu'ils veulent faire. Malheureusement, beaucoup nous répondent « je ne sais pas ». Hein, et alors là, c'est à nous de les inciter à dire, écoutez, voilà, il y a des ouvertures, est-ce que le métier de plombier vous plaît, est-ce que le métier d'électricien vous plaît, est-ce que le métier de maçon vous plaît?
Mais je suis surpris et stupéfait de voir que beaucoup qui rentrent chez nous, qui sont au RSA, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On est obligé. Ça, c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Hein, c'est très compliqué. Et on est obligé de les pousser. Hein, moi, j'avais un gars qui avait un diplôme d'électromécanicien. Quand je lui ai dit, écoutez, électromécanicien, vous pourriez rentrer dans une société qui vend des appareils ménagers, des réfrigérateurs. Il m'a dit, oui, monsieur. Je lui ai dit, alors, vous pouvez commencer, si vous voulez, par commencer à régler les téléviseurs, à les livrer les téléviseurs, les mettre en place, et puis petit à petit, moi, je suis pas fait pour livrer les téléviseurs. Vous voyez un peu l'exemple. Oui. Alors, nous, on a un grand combat, c'est d'abord d'essayer d'être au plus près de ces gens-là, socialement de bien les écouter, de voir leurs besoins, et ensuite de leur donner une direction, ou essayer de leur donner une direction sur quel métier ils veulent faire. Hein? Ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours évident, et quand ils ont choisi plombier, je vais donner un exemple bête, mais enfin, ils ont choisi plombier, un mois après, on dit, non, ça ne me plaît plus, je veux être électricien. Mais on leur dit, mais messieurs, attendez, ça passe pas comme ça. Est-ce que vous pouvez les récupérer à ce moment-là? Ou c'est du moment qu'ils ont quitté mais tant qu'ils sont 2 ans... Non, ils n'ont pas quitté. On les met en formation. Parce qu'ils me disent, par exemple, je veux être plombier. Bon, on va vous envoyer dans une formation de plombier. Et puis au bout de 6 mois, ils me disent, non, j'ai plus envie, je veux être électricien. Alors on leur dit, attention, parce que ça fait la 2e fois, maintenant, après, c'est fini. Donc, ils ont droit à combien de tentatives? Tentatives, si on le voit tout de suite s'ils sont sérieux ou pas sérieux. Hein, parce que c'est pas, à mon avis, 2 maximum. Hein, parce que quand même, un métier d'électricien et puis un métier de maçon, c'est tout à fait différent. Tout à fait. Donc il faut quand même que ces gens-là soient conscients que nous sommes là pour les aider, mais nous ne sommes pas là pour leurs caprices. Hein, et que nous, on fera le maximum pour être à leur écoute. Mais après, il va falloir aussi qu'ils choisissent. Et s'ils ne veulent pas choisir, mais ils restent chez nous dans l'insertion. Pendant ces 2 ans. Pendant ces 2 ans, voilà. Et est-ce que c'est réservé exclusivement à la jante masculine? Non, pas du tout. Vous avez des femmes? On peut avoir des femmes, mais le problème des femmes... Dites-nous ça. C'est que si vous voulez, les femmes sont très compétentes, il n'y a pas à discuter là-dessus, dans l'environnement, mais nous sommes sur des chantiers à l'extérieur. Bon, il y a un chef d'équipe qui est là, bien sûr, mais il n'y a que des hommes. Et on a eu le cas d'une femme qui a voulu absolument faire du débroussaillage. Et alors, on a eu tous les ennuis du monde. Pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est. Au bout d'un moment, ça devient la copain, la copine. Et après, ça passe sur autre chose. Et après, on a des grandes disputes. Alors, moi, quand une femme se propose de venir chez nous, je leur dis, attendez, absolument, on est tout à fait d'accord, pourquoi pas. Hein, vous avez aussi vos problèmes et vos besoins de travailler. Par contre, vous êtes avec un milieu d'hommes, sur le terrain, complètement dans la nature. Alors, est-ce que vous avez suffisamment de force de caractère pour savoir être autoritaire et vous rendre intouchable dans le style, parole, tout ce que vous voulez, mais avoir le respect, qu'on vous respecte. Alors évidemment, on vous dit oui, il n'y a pas de problème, puis après on s'aperçoit, on a eu 2 exemples comme ça, et on a eu des ennuis. Enfin, des ennuis. Elle a eu des ennuis, et les gars, pareil. Donc, si c'est pour arriver à faire ce genre de discipline, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de trouver du travail à ces gens-là, que ces gens-là essayent de se réinsérer dans l'emploi, mais pas faire les gardiens. Mais à ce jour, je crois savoir que vous ne cantonnez plus donc à réhabilitation des sentiers, à l'entretien, mais vous allez aussi chez les particuliers. Alors, dites-nous un petit peu comment ça se passe. Écoutez, c'est venu par la force des choses, c'est venu par les réductions de crédit de nos partenaires. Il fallait donc maintenir la structure à flot. Qui nous ont demandé à un certain moment, dire, messieurs, écoutez, voilà, nous, on ne peut pas continuer à vous subventionner comme on subventionnait, sauf la directe, qui est l'État. Mais il va falloir que vous fassiez des efforts, et même des efforts commerciaux, pour que vous puissiez trouver des nouvelles ressources. Vous avez du reste un commercial ou une commerciale? Alors, on a, il y a 1 an, embauché une commerciale. Pourquoi? Parce que, qui est également au RSA. Elle n'est pas embauchée, elle est chez nous pour 2 ans, mais on lui a demandé si elle voulait faire du commercial. Elle était tout à fait d'accord pour faire du commercial. Le problème, c'est que donc nous ne sommes pas concurrents des privés, des sociétés extérieures.
parce que nous avons une limite de chiffre d'affaires à établir, à respecter. Hein. Donc, si vous voulez, on est obligé de faire ça parce que, je vous dis, on avait une réduction de subventions. Donc, votre commerciale, comment elle... Alors, le commercial, elle prospecte. Elle s'y prend. Elle s'y prend, elle prospecte partout. Partout où il y a des terrains, partout où il y a des gens susceptibles d'avoir de l'entretien à faire. Donc, elle fait les collectivités locales et elle fait les particuliers. Alors, et elle fait les syndics d'immeubles. Donc, nous avons... Donc, si on a un petit bout de terrain si qu'on vous veut avez faire un petit bout de nettoyer, terrain, eh bien, vous faites appel à notre association, qui est une association d'insertion, et on vient voir ce qu'il y a à faire, et on vous fait un devis avec un chiffrage. Alors, Vous une chose acceptez le importante, départ. Jean-Raffi, qu'il faut préciser pour les personnes qui nous écoutent, puisque ce sont des personnes en insertion, est-ce que le fait de les employer nous donne une réduction d'impôt lors de la facturation? C'est effectivement une grande discussion, parce que normalement, on a reposé la question à la directe, et je pense qu'on va aboutir, parce que... c'est pas le cas encore à ce jour. C'est pas encore le cas à ce jour. Par contre, on n'interdit pas aux personnes, au grand public, si je peux dire, de mettre dans sa feuille d'impôt le justificatif comme quoi elle a employé un chantier d'insertion. Après, c'est au percepteur de voir s'il accepte ou s'il n'accepte pas, de faire une remise sur les impôts de la personne. Donc là, c'est pas, on ne sait pas si ça se fait ou pas. Parce que si vous voulez, aujourd'hui ça se fait, mais ça se fait ce qu'on appelle du travail de proximité, c'est-à-dire les personnes qui aident à domicile, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Là, effectivement, la facture qui est faite peut être présentée à la perception et être déductible de certaines sommes d'impôts, si on peut dire. Donc, nous, aujourd'hui, on a posé la question, non, mais ne faites pas de la proximité. Ah, attendez, on ne fait pas de la proximité, on fait quoi alors? On va chez les gens. Bien sûr. C'est pas nous qui avons été chez les gens, c'est vous qui nous avez demandé, donc on va chez les gens. Alors, cette question nous a été posée, bien évidemment, et pour l'instant, on attend une réponse, mais une réponse, pas une réponse oui, oui ou non, non, une réponse qui soit avec des textes, bien sûr. Hein, pour bien que, sûr. que le propriétaire qui déclare cette facture n'ait pas de souci. Mais c'est vrai que ça nous est demandé et on est en train de travailler là-dessus, enfin, nous, l'administration. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé, on va dire, à aller trouver du travail chez les particuliers? Il y a 4 ans, 3-4 ans. Et quel bilan? Le bilan est intéressant parce que, si vous voulez, vous avez premièrement un bilan d'approche qui est de connaître ce qu'est une association d'insertion. Et puis ensuite, c'est de faire le travail qu'on nous confie. Et ensuite, c'est de bouche à oreille. Oui, si le travail est bien fait, si le travail est bien fait, les gens sont contents. Et aujourd'hui, nous avons un pourcentage qui progresse d'année en année. Hein, vous avez un secteur bien défini? Toute la Balagne. Toute la Balagne? Toute la Balagne. Hein. Donc, les collectivités locales, on travaille avec elles. Hein, aussi bien la mairie de Corbach que la mairie de Loum, la mairie de Niche, enfin. Et puis après, on a des syndics et des particuliers. Voilà. Parce que sur la Balagne, vous êtes de ce type d'association, comme chantier d'insertion. Vous êtes le seul. Donc on peut oui. dire que vous avez le monopole. Quoi. Ah bien, appelons pas ça un monopole, mais si vous voulez, si vous voulez, que le chantier d'insertion que nous avons, il est sur la Balagne. Après, il y a Dalle de B qui, lui, est sur la plaine orientale, hein, qui est une association comme nous, mais qui est beaucoup plus importante. C'est peut-être plus facile d'être tout seul sur la Balagne, puisqu'il y a ce manque de travail. Oui, parce que, si vous voulez, déjà qu'il n'y a pas tellement... Voilà, c'est dans ce sens que je disais. Oui, c'est ça, d'employeurs qui veulent embaucher. Alors vous vous rendez compte que si on est 5 ou 6, ça ne serait même pas la peine. Bien sûr, puisqu'il y a beaucoup déjà de particuliers qui travaillent dans cette branche-là. Ou très peu, vous savez, dans l'environnement. Il y a des sociétés qui font des débroussages, mais... d'abord, elles ont beaucoup de travail. Hein. Vous êtes vraiment, on va dire, sur le débroussaillage, ou vous taillez? Non, on taille aussi. On fait de la coupe, on fait du désherbage. C'est important de le faire savoir. On fait tout ce qu'il peut y avoir dans l'environnement, sauf les arbres à grande hauteur. Hein. C'est par mesure de sécurité? Par mesure de sécurité, bien évidemment, et l'équipement.
Et puis je crois qu'il y a quand même une certaine formation à avoir, il y a Alors, un diplôme à avoir pour les lagages. Tout à fait. Il faut C'est pour les différent. lagages à grande hauteur, il faut avoir un diplôme et il faut avoir toutes les protections et les assurances. Que nous avons des assurances à responsabilité civile, nous avons des assurances en cas où si on fait tomber un mur, choses comme ça. Mais je veux dire que là, c'est tout à fait quelque chose de spécial. D'abord, ils ont tous des diplômes, ceux qui font les lagages à grande hauteur. Oui, parce qu'il faut, il faut avoir une formation vraiment Oui, bien absolument, particulière. absolument. Hein. Je voudrais qu'on en revienne aux incendies donc, et au nettoyage des sentiers. Est-ce que le fait justement de débroussailler les sentiers pour éviter les incendies, vous le faites aussi en rapport avec la loi de débroussaillement? Oui, on est obligé. Hein. Quand une commune nous demande de faire des coups-feux autour d'un village, ben, on tient compte de la réglementation. Hein. Il y a des distances à respecter. Hein. Donc, on suit tout à fait les textes. Hein. Et je voulais vous demander aussi, quelles sont les personnes qui peuvent rejoindre la RSM hors ceux au RSA? Il n'y en a aucune. Priorité, c'est Il le n'y a RSA. pas d'autres cas particuliers. Il pourrait y avoir d'autres cas particuliers, mais il faut qu'on demande les autorisations. Donc, pour l'instant, c'est le RSA. Et vous les demandez à qui quand c'est Ben, comme ça, si on a besoin éventuellement d'une dérogation, on va dire. À nos partenaires financiers pour voir s'ils sont d'accord. Et ce sont les partenaires financiers qui établissent les fiches de paye de vos Non, employés pas du tout. ou c'est la RSM? C'est la RSM. Si vous voulez, nos partenaires financiers, le département verse une subvention qui sert à payer le personnel fixe, c'est-à-dire le chef d'équipe et la secrétaire générale. Et puis le reste, les salaires sont payés par la directe. Hein, et les frais de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui est consommable, eh bien, c'est par nos rentrées de vente que l'on fait, qu'on paye le fonctionnement du matériel et des consommables. Ce que vous appelez les ventes, c'est le travail fourni Que nous fournissons, le travail que nous faisons chez les particuliers et les collectivités locales. Alors, avant de se quitter, j'aimerais que vous me disiez comment vous voyez l'avenir de la RSM. Eh bien, l'avenir de la RSM, malheureusement, si vous voulez, tant que les gens sont au chômage, la RSM aura un rôle de continuer, puisqu'elle fait du social, elle essaie de faire la réinsertion. Et malheureusement, c'est triste de le dire, mais tant qu'on aura une situation comme on a actuellement, eh bien la RSM, comme les autres associations d'insertion, auront un rôle à jouer. Est-ce que si vous aviez la possibilité, on va dire, de changer la durée du contrat, vous la rallongeriez ou au contraire, vous la raccourciriez? Alors ça dépend pas de nous, de notre association. Mais si vous aviez le pouvoir de le faire, si est-ce que vous pouvoir... trouvez que embaucher quelqu'un qui est justement en phase très critique, ce serait mieux qu'il soit avec vous un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps? Alors je vais vous dire, il y a deux cas. Il y a le cas de la personne qui est au chômage et qui a 55 ou 60 ans. Là, je crois que si on pouvait, effectivement, ça nous est déjà arrivé, de demander une dérogation pour pousser de 6 mois, en plus des 2 ans, d'arriver à la retraite. Voilà. Bon. Par contre, les autres, je ne sais pas si c'est leur rendre service. Parce qu'il faut quand même que ces gens-là, aujourd'hui, pensent que c'est pas une planque, chantier d'insertion. Hein. Le chantier d'insertion, c'est là vraiment... Juste un tremplin. Un tremplin pour les maintenir, Bien en sûr. disant, vous ne pouvez pas rester comme ça, dans la nature, à rien faire. Donc, moi, personnellement, je crois que 2 ans, c'est pas mal. Hein. Je ne ferai pas plus. Parce qu'après, ça veut dire que, bon, ben, c'est la planque, c'est tout simplement. C'est la planque, tout simplement. Et ça, pour des jeunes qui ont 25, 30 ans ou 40 ans, je ne crois pas que c'est leur rendre service. Hein. Mais c'est pas... Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire à toutes ces personnes que... Parce que le problème qui se passe, c'est que ces gens-là ne font pas non plus d'efforts à aller chercher du travail. Ils attendent après nous. Ils se complaisent. C'est pour ça que pour répondre à votre question, moi je ne souhaite pas que ça dépasse 2 ans. Parce que déjà là, ils ne font aucun effort malgré qu'on leur dit. Alors, il y a une encadrante qui s'occupe d'eux, mais eux-mêmes, quand ils ont fini leur travail, ils font que 35 heures
par semaine. Ils devraient au moins, je ne sais pas, aller chercher. Si. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand ils travaillent au noir. Ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça chamboule complètement l'orientation de ces gens-là. Parce qu'ils se disent, nous, alors on est au SMIC, et puis finalement, je travaille comme plongeur dans un restaurant l'été, et je gagne plus que si... Ça fausse complètement le problème. Et là, j'ai averti certaines personnes en disant, vous savez, vous devriez contrôler un peu plus, parce que ça déstabilise complètement le système de l'emploi, le système de chômage, de travail au noir. Hein, et ça, c'est pas bon du tout. Alors imaginez dans la tête de certaines personnes, de ces gens-là, hein, ils sont complètement déphasés. Alors c'est pour ça qu'on leur dit, attention, chez nous, vous ne pouvez rester que 2 ans. Alors faites des efforts aussi pour trouver du travail ou trouver un emploi. Nous, on vous aidera derrière. Parce que là, notre chantier d'insertion, on est en droit de suivre pendant 3 mois, si on lui a trouvé ou s'il a trouvé un emploi, de le suivre pendant 3 mois après. Pour voir s'il est content, si ça va. Oui, vous ne le lâchez pas. On ne le lâche pas dans la nature. Absolument pas. Absolument pas. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Hein, et bon, ben, je vous dis, malheureusement, tant qu'il y a les gens chercheront du travail, hein, les chantiers d'insertion sont toujours. Vous leur ouvrirez les portes. Voilà. Alors, Jean Raffi, on vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.